Merci d'être là ce soir. Ça nous fait plaisir à tous de vous retrouver. D'abord, c'est la première fois depuis le mois de mars 2020 que nous nous retrouvons les uns les autres. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, même si nous devons encore être un peu masqués et dans des conditions qui ne sont pas encore celles d'une boîte de nuit. Mais donc c'est la première fois. C'est la première fois aussi que nous tentons une telle expérience. Nous l'avions fait avec Grimaldi, mais pas de façon aussi généralisée. C'est-à-dire à la fois d'avoir une conférence débat avec des gens en public et puis d'autres qui sont en visioconférence, en sachant que la visioconférence nous a permis quelque chose de bien. C'est que lorsque nous avons eu des conférences débats, nous avons pu avoir des écouteurs en quelque sorte ou des intervenants à distance, puisque certains se retrouvaient dans différentes régions de France. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Quelquefois, ce sont des membres du cercle Condorcet qui ne pouvaient pas être de Paris, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui à Paris, mais d'autres sont aussi des cercles Condorcet de province. Et c'est plutôt quelque chose d'agréable, donc notamment Michel Gondolfo, qui est le président du cercle de Sens, et quelques autres que je ne citerai pas ici parce que je ne les ai pas tous vus à l'écran. Donc, la première joie, c'est de nous revoir ce soir. La deuxième, c'est de recevoir Stéphane Rosès, que nous connaissons, et qui a accepté de venir nous parler d'un thème, d'un sujet qu'il apprécie particulièrement, l'imaginaire des Français au moment des élections présidentielles. Nous en avons bientôt une, et comme nous avons déjà pu le constater, cet imaginaire français s'est exprimé pleinement dans les premières semaines de cette campagne à travers divers candidats. Vous avez vu le petit papier que nous avons préparé pour présenter cette intervention. Ce qui est remarquable, ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers jours, c'est la précipitation avec laquelle beaucoup de gens sont allés saluer la mémoire ou vont aller saluer la mémoire du général de Gaulle à Colombey-des-Églises. C'est l'inventeur, le créateur de la Ve République, comme si aujourd'hui de Gaulle et le gaullisme et l'idée qu'il faisait de la France ou qu'il voulait donner de la France était le seul recours possible pour tous ces candidats, qu'ils soient pour certains droite, voire même extrême droite, pour d'autres gauche, pas encore extrême. Donc, Stéphane, je te laisse tout de suite la parole. Je pense que le mieux, c'est que tu y ailles. Et ensuite, nous aurons un moment de débat autour de cette question de l'imaginaire français qui nous pose quand même problème. Et tu le sais très bien. Et donc, notamment, je dis parce qu'on en a déjà discuté plusieurs fois dans ce cercle, cette Ve République avec un régime présidentiel nous pose question. Donc, je sais que tu vas en parler, mais je pense que ce sera aussi au cœur du débat tout à l'heure. Stéphane, je ne t'ai pas présenté, mais on te connaît, tu es un politiste. Tu as été à la direction de CSA à une époque, à la belle époque de CSA, avec d'autres, hein, puisque Jérôme Fourquet, qui officie dans d'autres sphères aujourd'hui et qui viendra nous voir aussi prochainement, était aussi avec vous. Et tu es enseignant à Sciences Po, ce qui n'est pas rien. Merci, merci Bernard, merci au Cercle Condorcet, merci à vous qui avez pu vous déplacer, merci à tous ceux qui suivent en visioconférence notre échange. Bernard, quand tu m'as appelé, parmi tous les considérants qui justifiaient cette troisième, quatrième invitation de votre part, c'est un échange au long cours entre nous,
il y avait autour de la problématique de la présidentielle, de ce que j'appelle l'imaginaire français, il y avait également la dimension d'incarnation présidentielle, ce qui te frappait, ce qui vous frappait, beaucoup d'entre vous êtes de gauche, notamment dans une tradition de gauche, est la question de l'incarnation, de la dimension de personnalisation de la vie politique. Alors d'emblée, tu as avancé, je dirais, un premier registre d'explication que sont les institutions de la Ve République fondées par le général de Gaulle. Et beaucoup vont mettre dans cette dimension d'incarnation du débat présidentiel, c'est-à-dire que dans les motivations de vote, la dimension personnelle du candidat, son incarnation, joue notamment dans la dernière période une importance prépondérante à droite, mais aussi à gauche, quand on pense Mélenchon, ou les difficultés même d'organiser des primaires sur des programmes, eh bien, spontanément, évidemment, on réfère aux institutions de la Ve République, au mode de scrutin majoritaire ou nominal à 2 tours qui construit, au fond, tout un rituel autour déjà d'une personne soutenue par des formations politiques. À cela, dans les grands registres d'explication de l'importance croissante de la dimension personnelle des candidats, de l'incarnation présidentielle, il y a l'arrivée d'un nouvel espace public réticulaire, c'est-à-dire celui des réseaux sociaux qui permet effectivement un lien direct entre un candidat et les électeurs, contournant les médias traditionnels et les partis traditionnels. Et donc, je voudrais référer à des explications non pas tant d'ordre institutionnel, comme si les institutions du haut imposaient leurs lois aux pays en bas, alors que selon moi, il s'agit de l'inverse, non pas de raisons techniques, les réseaux sociaux, le numérique, les algorithmes, mais plutôt de raisons culturelles et politiques liées à la période que nous connaissons, un moment néolibéral, pour faire vite, qu'il faut, selon moi, préciser, dont il faut bien préciser le terme. Pour moi, néolibéral, ce n'est pas ultralibéral, hein, c'est très différent. Et moment qui vient bousculer, au fond, les représentations traditionnelles des différents peuples, des différentes nations. D'où l'émergence de Trump, d'Erdogan, d'Orban, dans d'autres pays, de Xi Jinping, de Messi en Inde, au Japon, bref, dans tous les pays du monde, il semblerait que la dimension personnelle d'incarnation des dirigeants ait une prise très importante. Alors, on appelle ça, à mon avis, de façon un peu soit hâtive, soit trop générale, populisme. Mais il n'y a pas qu'en France où la dimension personnelle semble prendre une importance de plus en plus grande. Mon explication générale, je vois que Alain Supiot est peut-être parmi nous, j'ai vu son nom tout à l'heure, est tout à fait dans le prolongement des analyses d'Alain Supiot, en convergence. C'est le constat que dans le moment historique actuel,
les modalités de la globalisation économique, financière et numérique sortent des gonds de la mondialisation mosaïque de peuples avec des imaginaires différents. Mais ce qu'il y a en commun, c'est que le fait que le cours des choses semble mu par ces logiques propres sur lesquelles les peuples, au travers de leurs us et coutumes, n'ont plus prise, ça entraîne un retour archaïque des peuples aux dimensions fondamentales de leur imaginaire, dont la relation directe entre le peuple et le dirigeant a évidemment une place prépondérante. Mais nous sommes en France, et évidemment les caractéristiques en France viennent de ce que j'appelle l'imaginaire, c'est-à-dire au fond la façon dont, au travers de leurs images et représentations des peuples, s'approprient le réel, à partir de la façon dont ils se sont historiquement assemblés. L'imaginaire français, notre rapport au monde, notre façon de nous assembler, provient du fait que depuis des siècles, c'est des disputes politiques communes qui va refonder sans cesse ce que nous avons à faire ensemble. Et donc, la dimension d'incarnation présidentielle dans toute sa force m'apparaît avec une très grande évidence en 2006, juste avant la présidentielle de 2006. Bernard l'a rappelé, je dirigeais l'Institut de sondage CSA, donc ce qui fait que j'ai eu le privilège de recruter et de former ceux qui dorénavant dirigent les instituts de sondage, Lévy, Fourquet, effectivement, Lévy, Rivière, Jean Bart. Donc, à ce moment-là, dirigeant l'Institut de sondage CSA, on se dit, bon, ben voilà, la primaire au PS arrive, et donc il faut nier personne. Le directeur qui arrive avec une liste de candidats, je lui dis à un moment, mais au fait, Ségolène Royal, elle n'avait pas dit dans Paris Match qu'elle vous laisse présenter. Ah oui, bon, allez, hop, on rajoute Ségolène Royal. Le sondage revient, Ségolène Royal est en tête des personnalités socialistes que l'on veut à l'Élysée. Comme à côté, il y avait plein d'autres questions sur les qualités des uns et des autres pour être président de la République, il y avait la compétence. Et Dominique Strauss-Kahn, lui, écrasait Ségolène Royal en termes de compétences. Mais les Français voulaient Ségolène Royal à l'Élysée. Donc, quand ensuite vous devez aller devant les médias pour expliquer ça, pourquoi les Français disent, mais c'est évidemment DSK le plus compétent, mais on veut Ségolène Royal à l'Élysée, on ne peut pas en rester à c'est une femme, elle est jeune, elle est nouvelle, hein, c'est un peu court comme commentaire. Et donc, ça m'a, comme souvent, car je ne suis pas un universitaire, un chercheur, je travaille sur des objets très précis, très concrets, je dois rendre des comptes tout de suite. Bah, les chercheurs aussi, mais ils ont évidemment du temps pour arriver à des choses passionnantes. Mais en tout cas, moi, j'ai que quelques heures pour essayer d'expliquer ça. Et me revient évidemment tout de suite deux choses. La première, ici des universitaires doivent beaucoup mieux connaître que moi les théories des docteurs du roi de Kantorowicz, le spirituel et le temporel. Donc on sent, les Français semblent dire, comme personne à l'Élysée, on veut Ségolène Royal parce qu'elle incarne quelque chose, je ne sais pas très bien quoi, mais à la seconde où on me pose la question, c'est elle que je peux utiliser, alors même qu'en termes de compétences, très largement, c'est Dominique Strauss-Kahn. Donc là me revient évidemment dans le roi, la dimension temporelle, la dimension spirituelle. La dimension temporelle, c'est la compétence, les facultés. La dimension spirituelle, c'est l'incarnation, ce que ça représente.
Et puis, me revient également Marx, essayant de comprendre pourquoi, vous vous en souvenez, pourquoi en 1848, ce ne sont pas les révolutionnaires qui poussent les choses, mais on voit débarquer le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, il s'intéresse à l'oncle, il a repéré évidemment que le futur Napoléon III va user de l'imaginaire napoléonien, évidemment. Bon. Et donc, la grande intelligence de Marx, passant un peu de temps à Paris, fait que il distingue la symbolique politique de la question sociale. En tout cas, il l'articule. Vous vous en souvenez, il dit « La Révolution française a donné aux paysans le droit de propriété en supprimant le droit d'aînesse, de sorte que les paysans sont des paysans parcellaires, mais qui ne peuvent pas échanger entre eux au sein d'un marché. Ils vivent en quasi-autarcie. Donc, la paysannerie n'est pas une classe, c'est une classe en soi, mais ce n'est pas une classe pour soi. De sorte que les paysans qui vont faire l'armée parcellaire, qui vont faire l'armée de l'an 2, la grande armée, sont des patates dans un sac de patates dont l'empereur tient la hanse. Et évidemment, j'avais été très frappé de ce passage de Marx qui articule la question sociale de la lutte des classes avec la question de la symbolique politique qui déjà à l'époque commençait à être mon sujet de travail pour comprendre comment fonctionnent les peuples et la question de l'imaginaire des peuples. Et j'avais au travers de Ségolène Royal un cas pur et parfait de ce qui se passait. Alors, j'ai passé 1h30 avec Dominique Strauss-Kahn et Gilles Finkelstein à lui expliquer avant la primaire qu'il aurait sans doute des problèmes à la primaire. Et il y aura un moment, au moment de la primaire, Ségolène Royal dit « Je ne sais pas tout ». Fabius et DSK se regardent en se disant « Mais elle est sotte ». Elle dit qu'elle est sotte. Non, non. Elle dit qu'elle va utiliser les compétents dans une relation d'incarnation directe au service de sa relation directe avec les Français en disant qu'elle dépend exclusivement des Français alors que les compétents, les techniciens, les technos, ils n'appartiennent qu'à leurs compétences, à leur marché, alors qu'elle, elle instaure un lien direct d'incarnation avec les Français. J'en fais un papier dans la revue Le Débat que lira Ségolène Royal et quand je la verrai à La Rochelle, elle a lu le papier et elle se contente de me dire « Oui, j'ai lu votre papier, c'est mystérieux de comprendre les raisons de son succès. Lionel Jospin a dit que j'étais habité, c'est vrai, je suis habité. » Elle en est restée là. C'est-à-dire que elle a instauré jusqu'à la primaire ou après la primaire, elle va se rompre les os, justement parce qu'elle aura mis le débat entre elle et le PS comme écran de la relation directe entre elle et le pays. Donc à partir de ce moment-là, elle va être marginale, enfin, elle va être affaiblie, elle va s'auto-affaiblir de la relation d'incarnation directe avec le pays. Donc le moment Ségolène Royal est le moment où je comprends que la dimension d'incarnation l'emporte sur la dimension de compétence et ce sera prouvé de façon incroyable lors de la primaire. Vous vous souvenez, Ségolène Royal va absolument écraser Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Alors pourquoi ça? Évidemment, la France a une singularité. La singularité de l'imaginaire français, c'est que pour assembler des Celtes, des Latins, des Germains, on va chercher d'abord Clovis, qui vient d'une tribu d'à côté,
pour subsumer les divisions entre les tribus gauloises, après la mort de Charlemagne, se pose pour l'héritier du côté de chez nous la question du spirituel et du temporel. Et comme je suis maintenant la majeure du temps, partie du temps, à Saint-Benoît-sur-Loire, j'ai cette grande chance, près de la basilique. J'ai appris, d'ailleurs il faudrait creuser la chose avec des historiens, parce que tous ne mentionnent pas, en la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire, il y a eu ce qui a été appelé la triple donation du royaume de France. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc qui arrive avec le futur Charles VII avant d'être sacré à Reims, et Jeanne d'Arc demande au futur Charles VII s'il veut bien lui remettre à elle le royaume de France, d'écrire. Il est un peu surpris, mais en même temps, c'est Jeanne d'Arc qui va faire son retour sur le trône, donc il se demande ce qui se passe, il le fait. Et en fait, Jeanne d'Arc dit: ainsi, vous m'avez remis le royaume de France que je vais remettre à Dieu, je ne sais plus si elle dit à Dieu et au Christ, qui ensuite va vous le remettre à vous. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'intercession entre le spirituel et le temporel, Dieu, le roi, il y a une tierce instance qui s'appelle le peuple en armes, avec Jeanne d'Arc. Et donc, évidemment, tout mon travail sur l'imaginaire, j'ai compris que Bernard a dit que ça pouvait poser problème à certains d'entre vous, j'imagine des matérialistes, qui pensaient que l'économie fait la société, alors que je pense l'inverse. Mais évidemment, quand je vois des permanences dans notre histoire, je dois le prendre très au sérieux. Je dois me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de telles permanences dans l'histoire? Je ne peux pas m'en sortir avec une pirouette comme le fait Marx, en disant l'histoire c'est une tragédie, puis ça se répète en comédie. Ça, c'était la forme antique du théâtre allemand, où sur la même estrade, il y avait la tragédie en parallèle à la comédie. Mais c'est une pirouette. C'est une pirouette parce qu'en fait, la permanence du bonapartisme pose un problème à Marx sur cette théorie du matérialisme historique. Donc moi, je préfère reconsidérer complètement les fondamentaux de ma grille d'analyse plutôt que de m'en sortir par une pirouette. Et donc, ma grille d'analyse, c'est qu'effectivement, c'est la permanence de l'imaginaire des peuples, non pas dans le contenu des croyances, non pas dans la forme des institutions, non pas dans les types de rapports sociaux, mais dans la façon dont les peuples s'approprient le réel, qui procède de la façon dont initialement ils se sont assemblés. Donc moi, dans la période récente, le retour de la question de l'incarnation présidentielle et de sa force, elle a toujours été là, notamment à droite. C'est la présidentielle de 2007. C'est là où je me dis, où j'avais un peu oublié des choses, mais il fallait rendre raison de choses concrètes. Et puis quand vous avez ensuite DSK avec vous pendant 1h30 avec son principal conseiller, vous avez intérêt à être au point sur vos arguments de sondeur, pareil pour Royal, et je travaillais aussi en parallèle pour Sarkozy à l'époque, donc il faut avoir des choses très sérieuses à dire, hein, comme lorsque maintenant Zemmour m'appelle pour essayer de comprendre ce qui se passe, ou d'autres candidats actuels à la présidentielle. Donc moi, je dois rendre des comptes sur je dirais, les formes d'expression manifestes qui renseignent, selon moi, de choses beaucoup plus profondes par en dessous, des sortes d'inconscients collectifs des peuples qui agissent, les peuples, dont la présidentielle est un moment de réactivation au travers d'un rite dont les candidats sont les acteurs et non pas les auteurs. Les acteurs, c'est-à-dire, comme dit Hobbes, le souverain interprète le spectacle du peuple.
Donc, vous l'avez compris, contrairement à 90% des Français, je pense que c'est le bas qui fait le haut. Les Français pensent que c'est le haut qui fait le bas. Moi, je pense que les Français sont des cartésiens qui pensent que l'esprit est séparé du corps et que l'esprit fait le corps. Je pense exactement l'inverse. C'est ce que je pensais après mes études et tout. Mais au fond, j'ai une vision absolument inverse à celle de la plupart des journalistes, des politologues, des universitaires et des sondeurs sur ce qui fait une présidentielle. Alors pourquoi aujourd'hui ce retour, plutôt pas ce retour, je l'ai dit, mais cette prévalence de l'incarnation, de la personnalité, du charisme sur l'étiquette et les programmes qui ne sont pas oubliés, mais qui semblent être mis de côté. Bon, phénomène donc royal, Macron, et selon moi, c'est beau. C'est que ce qui tient ensemble les Français, comme disait René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament, c'est que notre identité, notre singularité, notre universalisme vient du fait que justement nous n'avons pas d'origine. Nous avons des origines et que pour rassembler la diversité qui est la nôtre, on utilise le politique et les disputes communes et caricatures, des formes d'humour, de représentation du réel pour dénaturaliser nos origines au travers de disputes communes politiques. Car chez nous, vous le savez, la France s'est constituée autour de l'État et l'État a précédé la nation. C'est-à-dire que ce qui nous tient ensemble, c'est le politique au travers de l'État incarné. Vous vous souvenez évidemment de la formule de 2014, l'État c'est moi. C'est-à-dire que la singularité en France, c'est que c'est l'absence de commun initial qui fait que le commun doit encastrer la dispute. Et donc, dans mon analyse sur l'imaginaire français, le moteur qui est le nôtre est celui de la dispute commune, et selon le réel, on est dans des moments de dispute ou des moments de commun. Comment je l'explique ? Pour tenir ensemble les Français, ils ont besoin de se projeter dans l'espace, le temps, ou un projet politique. Or, depuis 30 ans, ces trois moteurs sont en panne. D'où notre dépression, d'où notre malheur. Pourquoi c'est en panne ? Parce que le nouveau cours du capitalisme, le capitalisme financier, empêche de penser que demain sera meilleur. Depuis 2005, les Français ne croient plus que l'Europe est la France en grand. Donc la projection dans le temps, l'idée de progrès est en panne du fait du capitalisme financier. La projection dans l'espace, l'Europe comme la France en grand, est en panne. Et le pays ne peut plus se projeter dans un projet. Pourquoi ? Parce que le fond de mon analyse, c'est que l'État, dans sa façon d'être et de faire, mène des politiques contraires à l'imaginaire national. L'imaginaire national doit se projeter dans l'espace et le temps. Un projet politique au travers de visions. Or, l'État, au travers de Bercy, de Bruxelles et de Berlin, est au contraire à demander à la nation d'intérioriser des disciplines économiques adaptées au néolibéralisme et à l'imaginaire allemand ordo-libéral. Vous voyez donc que mon analyse sur le cours des choses est une analyse politique, culturelle et non pas du tout économique.
comment expliquer que nous soyons les plus déprimés au monde, alors que même si notre modèle social s'est affaibli, il reste encore tout à fait enviable et envié, et nous sommes un des pays les moins inégalitaires au monde. Alors, quand on monte les statistiques aux Français, ils n'y croient pas. Parce que eux, ils pensent en stock alors qu'ils sont agis en flux. Bon, c'est un autre sujet sur le rapport des Français à l'économie, différemment aux anglo-saxons. Mais en un mot, dans la mécanique de la dispute commune, tant qu'on peut se projeter dans l'espace et le temps, alors la dispute se déploie. Alors la gauche prévaut sur la droite politiquement. Parce que la dispute sociale peut se déployer dans l'axe gauche-droite et la gauche déployer la dispute sociale dans un commun est garanti. Or, avec le néolibéralisme, c'est l'inverse. Le commun s'esquive et donc la dispute cède de la place au commun et à l'incarnation politique. D'où le retour des avatars du bonapartisme ou de ce que j'appelle le néo-bonapartisme, c'est-à-dire le bonapartisme alors néolibéral, ou le bonapartisme de Sarkozy et de Macron, c'est la symbolique du bonapartisme pour épouser un cours des choses néolibéral. D'où le fait que, pour moi, le néo-bonapartisme, l'articulation entre néo-bonapartisme et bonapartisme est de même nature que le libéralisme et néolibéralisme. Pour moi, le néolibéralisme est l'inverse du libéralisme traditionnel, hein, vous l'avez compris, parce qu'il fait fi des us et coutumes des peuples. Et c'est d'ailleurs Alain Supiot, dans un débat à France Culture, qui m'a éclairé, mais peut-être ne serait-il pas d'accord avec la provocation que je vais faire maintenant au cercle Condorcet, sur le fait que Condorcet était un néolibéral de gauche. C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce que m'a expliqué Alain Supiot, c'est que moi, je partais d'un papier dans le commentaire pour dire, il y a 6 ans, dans la revue Commentaire, sur comment expliquer que les peuples soient interdépendants comme jamais dans l'histoire de l'humanité, économiquement, financièrement, numériquement, on pourrait rajouter sanitairement, et se replient humainement et politiquement. Et donc, j'allais mobiliser mes souvenirs de Montesquieu qui disait que le négoce devait apaiser les relations entre les nations. Bon, je disais, ben non, il se passe l'inverse. Pourquoi? Bon, et c'est là où, évidemment, par rapport à mes thèses sur l'imaginaire, la lecture d'Alain Supiot, notamment la gouvernance par les nombres, bon, ben, j'arrive au fait que les imaginaires des peuples sont bousculés par le néolibéralisme et qu'ils réagissent politiquement contre la façon dont ils agissent même sur les marchés. Je ne suis pas du tout un complotiste, hein, il n'y a pas de complot, hein, c'est les sociétés elles-mêmes qui, voulant des droits créances, alors que la division internationale du travail et le capitalisme n'en peut plus, mais qui vont construire une industrie financière. Évidemment, certains en profitent un maximum. Enfin, la logique du néolibéralisme, là encore, pour moi, c'est une logique immanente venant des peuples et non pas d'un complot international, même si ensuite les forces politiques et des classes sociales en profitent à plein. Mais pour revenir à mon propos essentiel, j'ai donc cru comprendre qu'il y avait eu un débat au XVIIIe siècle entre Condorcet, enfin, Montesquieu ramène le libéralisme aux us et coutumes du peuple. Et Condorcet arrive après en se dire qu'est-ce qui nous ennuie, Montesquieu, avec ses us et coutumes des peuples? Le progrès, c'est le progrès.
il se déploie et s'impose aux us et coutumes des peuples. Et c'est là l'erreur néolibérale de gauche et de droite. C'est là où, quand je disais tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion de revenir, je distingue le néolibéralisme de l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est des rapports sociaux à l'intérieur des nations au profit du capital contre le travail, avec rigueur et violence. Le néolibéralisme, c'est autre chose, même si ça l'accompagne, le justifie, l'amplifie, c'est de confier à des gouvernances non nationales le soin de conduire le cours des choses. Très différent. Évidemment, l'Union européenne, c'est le néolibéralisme poussé dans toute sa force intellectuelle, et c'est pour ça que les Français ont confondu l'universalisme. L'universalisme français a été un acteur du néolibéralisme, et c'est pour ça qu'on a des néolibéraux de gauche et des néolibéraux de droite, et que souvent, au nom de la lutte contre l'ultralibéralisme, en fait, la gauche a accompagné et accéléré le néolibéralisme. Car pour moi, le social est enclavé par le national. C'est la modalité des imaginaires qui font les types de rapports sociaux. Vous l'avez compris dans ma grille d'analyse imaginariste qui n'est ni matérialiste ni idéaliste. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui fait que même à gauche, quelqu'un comme Mélenchon semble épouser tellement la personnification des choses à gauche? Il se passe ça, c'est que les gens recherchent le commun. Et après le moment Macron, le problème, c'est est-ce que la France est en train de disparaître? Est-ce que son modèle culturel, identitaire, politique, social est en train de disparaître? Dans un long entretien dans Le Vent se lève, il y a un an, c'est ce que j'écrivais bien avant l'arrivée de Macron. Ils avaient même extrait remettre l'État au service de la nation par la souveraineté nationale. Et j'avais écrit au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, j'avais débattu avec Marcel Gauchet dans le débat. Ça avait été intitulé Emmanuel Macron, Aladdin de l'imaginaire français. Quand Aladdin sort le génie de la lampe à huile, il ne peut plus la remettre. J'avais dit, si Macron échoue, il a levé un tel tabou contre le système politique. Alors que selon moi, le système politique n'est pas la cause de notre malheur, mais les effets de notre malheur, la cause étant la contradiction chez nous entre l'État et la nation, qui fait turbuler ensuite le système politique et dysfonctionner les institutions. À la fin de mon entretien avec Péchet, je lui disais, il ne sera plus possible de faire entrer le peuple français dans la lampe d'Aladin. Et quand Emmanuel Macron a renoncé à son propos, qui était de restaurer la souveraineté de la nation, comme il l'avait dit devant la première convention, il avait dit le premier mandat que m'ont confié les Français est de restaurer la souveraineté de la nation. Quand Merkel lui dit non à Aix-la-Chapelle, il opère un tête-à-queue et derrière, c'est la jacquerie des Gilets jaunes. C'est Macron nourri tout. La jacquerie, c'est la question sociale et fiscale, mais c'est la question du rappel des devoirs du Seigneur et du souverain. Il y a les deux choses, c'est-à-dire les Français qui soutiennent aux 2/3 les Gilets jaunes disent on consentait à tes réformes, même si on les jugeait injustes socialement, mais si c'est pour reprendre la politique de tes prédécesseurs,
alors là, le contrat n'est plus là. Donc une châterie, ce n'est pas un mouvement social comme un autre, ce n'est pas une révolution, c'est une interpellation du souverain. Bon, sur ce arrive la Covid, mais disons qu'il n'y a aucune raison pour penser qu'au contraire, la dimension personnelle, la façon dont les Français psychologisent les questions politiques et politisent les questions psychologiques vont, je dirais, céder la place à la question des étiquettes politiques, des programmes. J'ai à peu près brossé de façon trop rapide, sans doute caricaturale, mes explications sur la prévalence dans la dernière période de l'incarnation et du commun sur la dispute, les programmes. J'en fais donc une analyse dépendant à la fois de mon analyse sur la façon dont fonctionnent les peuples et singulièrement de nôtre, une analyse liée au moment néolibéral qui fait qu'en réaction, les peuples cherchent le commun au travers de l'incarnation, la dimension spirituelle qui fait que l'image que l'on a du candidat permet de relier entre des individus isolés. Et donc, mon analyse est que dans la société néolibérale, plus les individus sont des patates dans un sac de patates, pour des raisons différentes que celles des paysans parcellaires de Marx après la Révolution française, plus la dimension d'incarnation spirituelle, symbolique, politique est importante pour tenir ensemble les individus, mais moins une fois élus du fait de la nature de ce qui est devenu l'État inséré dans les mécanismes européens, ne peut embrayer sur le réel. D'où le fait que le président de la République semble souvent être un agent, un relais de communication de Matignon et de Bercy. Je l'ai vu très précisément sur la réforme des retraites, entre retraites paramétriques, retraites systémiques. C'est Matignon et Bercy qui décidaient. Il y avait un rapport de force au sommet de l'État entre bonapartistes et orléanistes, mais au fond, nous sommes maintenant, je dirais, à l'épuisement de l'expérience et de la contradiction entre ce que nous sommes et ce que sont devenues les institutions européennes, et c'est nous qui en payons le prix lourd en termes de dépression politique, de régression morale, déclin économique et recul social. Voilà, c'est ce premier, je dirais, de façon peut-être un peu rapide et sans doute un peu caricaturale, mais le débat va permettre que vous en fassiez la critique et que je puisse préciser un peu ce que je peux dire sur les aspects que vous jugez importants. Merci Stéphane. La fin est un petit peu pessimiste. Hein. Oui, si tu me le permets, Bernard, je mettais beaucoup d'espoir dans la crise climatique et écologique comme capacité du monde à se retrouver sur des objectifs communs, pourvu qu'on laisse à chaque pays les moyens adaptés à leur imaginaire pour répondre à ce défi commun. C'était la seule chose positive et relais positif que je voyais pour éviter ce qui me semblait déjà il y a 6 ans le plus probable, c'est-à-dire l'arrivée des guerres dans la séquence historique, à demain, mais
je ne vois pas, les peuples ont été tellement déstabilisés dans ce qu'ils sont et ils reviennent tellement à des choses archaïques que, hormis des grandes causes transnationales, pourvu qu'on rétablisse la souveraineté des peuples et qu'on remette la globalisation néolibérale dans la mondialisation, si ce n'est pas ça, si on ne recivilise pas la globalisation, alors j'ai peur qu'on aille vers les guerres. Bon, pas plus optimiste. Je vous laisserai volontiers la parole aux uns et aux autres. Simplement un petit point que j'avais d'ailleurs prévu de dire, je me doutais un peu de ce que tu allais dire. C'est une des caractéristiques de notre Ve République, c'est quand même que ce qui devrait être la pluralité des opinions se résume in fine dans l'opinion d'un seul, qui est censé représenter l'opinion de tous. Et donc tu en as parlé, le projet, quand il n'y a plus de projet, ça devient problématique. C'est une des questions qui, je crois, nous intéresse tous, c'est comment vit-on dans une société démocratique où, d'une certaine façon, la représentation du peuple s'est fait ou se fait dans une personnalité. Et c'est problématique pour nous. Et pour reparler de Condorcet, c'était sans doute un libéral de gauche, on peut dire ça, mais une des qualités de son apport au moment de la Révolution même, c'était la façon dont il tentait, sans forcément réussir, puisque ce n'est pas lui qui a gagné, ni ceux qui étaient avec lui, mais comment il tentait de faire vivre une démocratie dans la pluralité des opinions et des projets. Alors là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'épuisement démocratique de ce point de vue-là. Donc voilà, moi je te poserai déjà cette question, mais ce micro, il est fait pour circuler. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Bernard, en attendant la première intervention, la question que tu poses, j'ai l'air comme ça un peu affirmatif dans ce que je dis. Oui, j'ai des convictions très nettes sur beaucoup de choses parce qu'elles ne viennent pas de théorie, elles ne viennent pas d'idées, elles viennent du fait qu'il m'a fallu, pour rendre compte de choses très prosaïques, construire artisanalement des petites choses. Par contre, il y a des choses telles que des enjeux sur lesquels je suis beaucoup plus prudent. Est-ce qu'il y a un épuisement? Qu'est-ce qui va sortir de la période, même si une guerre ou des guerres peuvent ensuite relancer quelque chose d'autre après, même si le grand but éviter les guerres. Et au fond, est-ce que même il y aurait des guerres? Et est-ce que l'individu est en train de se transformer au travers de la postmodernité, au travers de l'idée qu'au fond, et c'est ça le sujet par rapport à Condorcet, est-ce que nous rentrons dans un moment où toutes les sociétés ont accepté d'être épuisées à construire l'avenir? Est-ce que ce sont seulement nos classes dirigeantes et nos élites qui veulent non pas construire l'avenir, mais s'adapter au présent? Ce qui est très différent, évidemment. Et là, on revient au grand débat. J'ai débattu récemment avec la philosophe Sandra Longier sur le wokisme. Donc moi, je suis un républicain universaliste, donc très anti-wokiste. Elle, c'est une wokiste, une philosophe de bon niveau, vraiment. Bon.
Et je vois bien que l'épuisement de l'universalisme, c'est que l'universalisme a été aussi utilisé pour mettre en place un cours des choses néolibérales dont le wokisme et les petites identités, où on se mettrait à l'abri de sa couleur de peau, de son sexe, de sa pratique sexuelle, de sa religion, comme créance sur un futur qui échappe à partir de choses dont on aurait été victime réelle ou inventée ou maximisée. Le sujet, c'est est-ce qu'il y a un épuisement du débat démocratique? Est-ce qu'il y a un épuisement de la citoyenneté? Est-ce qu'au fond, les gens consentent à devenir des sortes d'objets, se protégeant derrière leur petite communauté, leurs petites identités? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y aura un sens dans les années qui viennent à se retrouver à une trentaine, une quarantaine dans une salle comme ici pour parler de choses générales? Bon. Donc, au fond, quel est le moment historique que nous vivons? Est-ce que nous vivons des queues de modernité dans un moment postmoderne? Est-ce que les peuples vont reprendre la main sur la maîtrise de leur destin? Il y a quand même, quand on se projette un peu sur le moyen et le long terme, il y a beaucoup d'interrogations, et je comprends que certains d'Orsay, vous soyez inquiets de mécanismes lors d'une présidentielle où on voit arriver quelqu'un comme Éric Zemmour, ou ça pourrait être quelqu'un d'autre, tout d'un coup, dans les intentions de vote, avec la prudence il faut avoir, et tout d'un coup, le journaliste, essayiste, polémiste, quelle que soit la caractérisation qu'on lui donne, et bien, elle est au deuxième tour de la présidentielle. On savait que quelque chose pouvait arriver. On savait que les 2 tiers des Français ne voulaient pas Le Pen, Macron. On mesure que 60% des Français ne veulent même pas qu'Emmanuel Macron se représente à la future présidentielle. Donc on voit bien tout le côté très explosif, très incertain de la période. Et nos gouvernants le voient très précisément, très précisément. Tout le monde voit très précisément tout ça. Comme personne ne sait précisément où on va, chacun se rassure en disant que voilà. Bon. Mais il y a bien une inquiétude sur le fond quand je retire ma casquette d'analyste, ce que j'aime de moins en moins faire, retirer ma casquette d'analyste pour être un peu citoyen. Donc le citoyen que je suis est évidemment inquiet sur le cours des choses, mais en rien le citoyen que je suis ne doit altérer mon travail d'analyste. Parce que si vous me faites venir ici, c'est comme analyste, j'imagine. Un seul petit truc qu'il faut que je te dise, c'est que si tu peux parler un tout petit peu plus distinctement, il semble qu'il y ait des personnes qui ne te comprennent pas. Alors j'ai des petits problèmes d'élocution. Ah oui, mais ça, au on le loin sait. Non, pas dans la salle. Vous entendez bien, non? Oui. Non, je pense que c'est. Ne t'inquiète pas, je pense qu'il y a peut-être un problème. Ouais, donc, continue comme tu as fait. Ouais. Des questions, s'il vous plaît, Alain Cohen? Je voudrais revenir sur 2 aspects que je trouve assez pessimistes de notre perception. Et je crois qu'il y a quand même un espoir avec les revendications qu'elles sont actuellement sur 2 plans. La notion de territoire, même si bon, c'est la droite qui s'en empare, ça n'a pas d'importance. Et puis, le climat, des protestations, la crainte
pour le climat, on soit amené dans les 30 années à venir, à une véritable catastrophe. Alors, les Français sont conscients de ça, dans ces parties, sont conscients de ça. Pour les territoires, il faut redonner la parole aux champs, à la base, étudier les différents problèmes. Et le climat, au niveau de la communauté nationale, pour le climat, il y a quelque chose à faire. La convention citoyenne a été à l'échec. Pourtant, on a donné la parole aux gens, mais une centaine. Et finalement, le projet était complètement dilué par la position de Macron. Voilà ce que je voulais dire. Et je reste confiant parce que sur le plan du climat, il y a beaucoup à faire et ça commence déjà à bouger au niveau des entreprises. Et puis, la notion de territoire. La notion de territoire, les gens veulent décider de leur vie quotidienne. Voilà. Oui. Alors, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que ça fait partie par le bas des choses qui permettent de faire le lien. Sur les territoires, ce que l'on constate ces dernières années, c'est que de plus en plus d'alliances se font sur les territoires, alliances transversales entre des associations, des entreprises, des collectivités territoriales, des zinzins, sur des objets soit environnementaux, soit d'éducation populaire, soit d'insertion, dans des expériences comme territoire, zéro chômeur. Bon, mais il y a des alliances, il y a beaucoup de gens qui œuvrent, je pense par exemple au Rameau, il y a beaucoup de gens qui œuvrent à des alliances d'acteurs sur les territoires. Mais vous voyez, moi j'observe que sur les territoires, il y a ce que j'appelle l'esprit des lieux, hein, c'est-à-dire que l'esprit nantais, c'est un esprit de l'Ouest, mais qui a sa singularité, c'est pas Bordeaux. Donc il y a un ancrage des acteurs sur ce qui les agit inconsciemment, qui n'est pas de même nature dans l'Est que dans l'Ouest, en Corse, qu'en Alsace, à Saint-Étienne, qu'à Grenoble, donc effectivement qu'à Marseille, oui. Donc il y a un esprit des lieux qui agit ça. Deuxième chose, non, j'ai été un peu caricatural pour aller à l'essentiel et pour nous réveiller peut-être, mais c'est la question climatique. La question climatique environnementale, j'en ai parlé, ce que j'observe, non, parce que je travaille beaucoup là-dessus depuis 30 ans, sur les questions d'énergie, et là, en ce moment sur les questions de biodiversité, et sur les questions de scénario pour arriver à l'énergie décarbonée en 2050. Donc, des processus d'intelligence collective comme à l'EDF, le corps social de l'entreprise. Je vois là un ami, un professionnel, Florent, qui a beaucoup travaillé là-dessus, ces questions-là. Si, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on change de paradigme sur le rapport à l'avenir, mais même sur le critère du bonheur. Et comme le possible se restreint du fait de la crise climatique, les Français vont, enfin pas les Français, les personnes dans le monde vont chercher dans l'eschatologie environnementale une façon de se réapproprier une prise sur un avenir qui échappe du fait du capitalisme financier. C'est-à-dire que le processus cognitif est le suivant. Au fond, pendant longtemps, c'était ce que disait un Nobel d'économie américain, être heureux, c'est gagner $10 de plus que son beau-frère. Bon. Eh bien, à partir du moment où, au milieu des années 90, les classes moyennes, après les catégories populaires, se disent que demain ne sera pas meilleur, alors tout d'un coup, on se rappelle des rapports des années 70 sur le fait que le problème climatique a des raisons humaines. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. Dave Echter,
commencé à travailler pour les écolos, j'ai énormément travaillé sur les rapports cognitifs aux questions environnementales et climatiques. Donc, en un mot, les peuples se convainquent, pas seulement les peuples des pays tels que les nôtres, mais les peuples en ce qu'on appelle pudiquement en voie de développement, mais qui sont les peuples précaires énergétiquement. J'avais été expert national lors de la COP21 à Paris sur une consultation mondiale sur le rapport des peuples à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, tous les peuples sont concernés. Et du coup, le sujet, c'est les ressources de la planète sont limitées. Comment, à partir de ce constat commun, on essaye de redéfinir un autre type de développement. Mais pour y arriver, pour consentir à ça, il y a un premier problème, c'est la question des inégalités. On ne pourra pas parvenir à tenir nos objectifs climatiques avec un tel niveau d'inégalité entre pays et à l'intérieur même des pays. Et c'est pour ça que mon analyse, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique si auparavant, il n'y a pas le retour de la souveraineté nationale. Pourquoi ? Parce que comment faire admettre que demain, on n'aura pas plus, mais mieux ? Ça pose des problèmes à la fois de justice sociale, on a des questions de technique, de répartition, et quelle est l'autorité à même de faire consentir à ce que des gens qui ont trop aient moins, que des gens qui n'ont rien aient quelque chose, et que tout le monde puisse mettre en œuvre des investissements colossaux. Regardez le rapport de RTE qui vient de sortir il y a 15 jours sur les 6 scénarios qui sont dessinés pour arriver à une énergie décarbonée. Que l'on prenne le mix énergétique avec fort renouvelable au scénario nucléaire, bon, tout ça c'est chiffré, c'est fait sérieusement. Il y a une chose commune, c'est des investissements très importants dès maintenant et des changements dans nos modes de vie, de travail, de transport, de loisirs colossaux qui, si ce n'est un politique légitime, maître de ses choix, peut faire en sorte que collectivement, on investisse, quel que soit le scénario choisi. Donc, je vous rejoins sur le fait que les individus ne sont pas des êtres seulement passifs, fatigués. Le sujet, c'est est-ce que ce qu'ils ont en eux, c'est-à-dire le confinement, a fait avancer dans le bon sens les représentations sur ce qu'il faudrait faire. Mais est-ce que ce qu'il faut faire est possible ? Est-ce que les citoyens peuvent peser aussi rapidement sur les grands choix ? Vous avez raison de dire que les entreprises bougent, et même le milieu financier, dorénavant, dans les critères, eux aussi intègrent de plus en plus dans le fait de savoir s'il faut investir dans telle ou telle entreprise sur les critères des empreintes sociétales, sociales et environnementales. Donc, c'est vrai que des choses avancent dans le bon sens dans les territoires et sur ces questions. Le sujet, c'est est-ce que c'est assez rapide ? Est-ce que les citoyens ont une prise suffisante sur leurs gouvernants ? Voilà, c'est les questions qui restent. Mais les citoyens ne restent pas passifs et beaucoup de choses ont évolué dans les esprits, dans le bon sens, avec cet arrêt sur l'image qui a été le confinement ou la pandémie, où les gens sont revenus sur des questions un peu essentielles. Qu'est-ce qui est important dans la vie, les communs, qu'est-ce qui est vital. Donc oui, il se passe. Mon propos, bon, moi j'ai ça dans la tête, donc je me dis que je n'ai pas été si caricatural, mais je comprends qu'à m'écouter, bon, mais oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais le sujet, c'est celui de la souveraineté.
c'est la maîtrise du destin, c'est remettre les classes dirigeantes et les États au service des nouvelles reconfigurations des peuples. Question. Michel Cabirol. Bonjour Stéphane. Donc, je pense que tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, qui était de dire que le peuple était acteur et non pas le jouet des dirigeants. Bon, ça, on pourrait peut-être en discuter, mais je vais partir de là. Et moi, il y a un certain nombre de choses qui me font peur, et je suis aussi très pessimiste dans la situation actuelle, c'est qu'on est de moins en moins un peuple de citoyens éclairés, etc. Et de plus en plus, notamment sous l'influence d'extrême droite, on transforme le peuple en foule. Et là, c'est l'inverse du peuple, et c'est ça qui me fait vraiment peur. Parce qu'on a vu dans des exemples historiques que le vernis de civilisation peut craquer très très vite. On l'a vu en Allemagne, les pays les plus éduqués, les plus culturels, etc. On a vu ce qu'une crise économique dure, plus un certain nombre de circonstances ont pu faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu as peut-être pas eu le temps de dire tout, mais sur ce que dit Pêche actuellement dans Terra Nova, qui reprend l'article 2011 sur la fragmentation de la société et sur ses conseils d'unir un peu les ouvriers pour la gauche et de se mettre plus en chasse d'autres clientèles électorales. Moi, je crois que le problème, c'est exacerbé avec le wokisme, mais c'est plus général pour moi, c'est effectivement, il n'y a plus cet universel, et surtout, il y a un certain nombre de gens qui ne croient plus. Parce que lorsque on explique à des petits gamins de la banlieue nord de Marseille qui sont dans des baraquements non chauffés à l'école, que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité qui sont les deux de la République, effectivement, ils vous rient au nez. Et quand ils ont 15 ou 16 ans, ils vont plutôt faire du pic de drogue plutôt que d'essayer de travailler parce que ça paye plus et pour eux, c'est un avenir qui leur semble plus assuré. Donc je crois que c'est là-dessus que j'aimerais te faire agir, c'est comment effectivement, et là quand même je vais défendre un tout petit peu Condorcet, effectivement, comment garder ce niveau d'éducation, ce niveau de citoyenneté, et pour avoir un projet qui soit universel. Et ce que tu dis sur le climat, je suis d'accord avec toi sur ce prérequis de la souveraineté nationale, sauf que si la Chine, les États-Unis ont des dirigeants qui n'ont pas envie de faire quoi que ce soit, nous, on pourra faire notre part comme le petit colibri des écologistes, mais on ne fera pas plus, et in fine, la température en France, elle augmentera peut-être de 2,8 degrés si la température mondiale augmente de 2,9. Et ça ne va pas changer grand-chose. Alors, Michel, merci de ces trois questions. La première, il faudrait qu'on éclaircisse quelque chose sur l'articulation entre peuple, masse, nationalisme et fascisme. Je ne suis pas certain que l'analogie vaille entre les années 30 et aujourd'hui, car les sociétés, le rapport de l'individu au collectif, s'est inversé. Mais néanmoins, tu n'as pas tort de constater que, et c'est la question qui est posée, c'est que pour moi, ce ne sont pas les fascistes et les nazis qui ont transformé les peuples en masse. C'est le contraire. C'est que les fascistes et les nazis voulaient retransformer les masses en peuple. Et donc, dans ma conception de l'histoire, il faudrait que j'affine quand même un peu, je dirais les choses ainsi. Enfin, ma conception n'est pas une conception linéaire de l'histoire. Elle est plutôt sur la façon dont les peuples, au travers de l'imaginaire, s'approprient ou pas un réel qui bouge dans la cohérence ou pas entre ce qui sont culturellement leurs institutions, leurs rapports sociaux et leur environnement. C'est-à-dire qu'il me semble que les fascistes et les nazis arrivent dans un... C'est pas eux qui transforment les peuples en
c'est eux qui profitent d'une transformation qui les précède du peuple. Cette question est très importante. Il ne faut pas se tromper sur les causes et les effets. Et donc, moi, en tout cas, mon analyse, c'est de dire, si les nations ne reviennent pas très vite, ce sera le nationalisme et la guerre. C'est-à-dire, si très vite, le néolibéralisme ne recule pas, pour moi, c'est le néolibéralisme qui, en réaction, génère les nationalismes et la guerre. Donc, pour moi, la cause de nos malheurs, ce n'est pas les fascistes ou les nationalistes, ça c'est les faits. Pour moi, la cause de nos malheurs, c'est l'hubris de l'homme qui, au travers du néolibéralisme, pense que l'efficace s'impose au bon et au juste des sociétés. C'est pour ça que, parce que selon que l'on fait telle ou telle analyse, évidemment, les réponses sont complètement différentes. Donc, pour moi, bon, et ça fait débat. Quand j'ai fait mon papier dans la revue Commentaire, il y a eu avant un débat dans la revue Le Débat sur mes écrits qui finalement ont été accueillis dans la revue Commentaire de Jean-Claude Casanova. Bon, parce que dans la discussion avec Jean-Claude Casanova, je lui avais dit le néolibéralisme, c'est l'inverse du libéralisme. Et donc derrière, il y a d'autres sujets sur modernité, postmodernité, hein, comment tout ça s'articule. Bon, mais en tout cas, pour moi, ce qui conduit à la guerre, c'est le néolibéralisme, dont les fascistes ou les nationalistes, je ne pense pas, enfin, oui, nationalistes, on peut dire, certains diraient populisme, vont instrumentaliser pour retransformer la masse. Alors, ça, cette question, elle est importante. Deuxièmement, Terra Nova. J'ai une petite anecdote. Olivier Ferrand, le regretté fondateur de Terra Nova, débat à la salle Colbert. Il y a Laurent Bouvet, moi et Nibourg à l'estrade. Je l'entends développer avant la sortie de sa fameuse note Terra Nova. Je l'entends développer son analyse sur les catégories populaires. C'est rappelé, il faut repérer les minorités et faire une alliance avec eux. Bon. Et après son exposé, il se tourne vers moi et me dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et d'accord. Et je lui dis « Si le futur candidat socialiste prend ton affaire, il n'arrivera même pas au deuxième tour de la présidentielle, comme déjà Jospin, avec sa nouvelle alliance, où ils essayaient de faire un mix entre les analyses tourainiennes un peu exclues et les analyses marxistes, hein, puisque vous vous souvenez dans ce truc de la nouvelle synthèse, non, c'est la nouvelle synthèse, pas la ouais. Donc, cette note de Terra Nova, c'est la gauche néolibérale et communautariste. Point la ligne. C'est-à-dire, c'est avec beaucoup de subtilité et d'erreur le fait de décréter que, puisque les catégories populaires ne sont plus avec nous, il faut substituer les catégories populaires en alliance des minorités, comme si on était les États-Unis. C'était ça mon débat avec la philosophe Sandra Logier. Moi, je n'ai rien contre les minorités, sauf qu'en France, il n'y a pas de minorité. Parce que s'il y avait des minorités, ce n'est plus la France, c'est les États-Unis. Justement, parce que la grande différence entre la France et les États-Unis, c'est que c'est quoi être américain? C'est que moi-même, mes aïeux, on est arrivés dans une terre promise qui s'appelle les États-Unis, pour construire le présent et l'avenir, sauf deux catégories, les Amérindiens et les descendants d'esclaves. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a une question raciale. Il y a une question raciale aux États-Unis avec les descendants d'esclaves. En France, il y a du racisme.
il n'y a pas une question raciale. Alors, la pensée woke dit, bah si, il y a des enfants de colonisés et tout, bon, ça fait bien longtemps que les colonies n'hésitent plus. Par contre, il y a un vrai problème, c'est ton troisième point, c'est la République. C'est que tu as raison de dire que dans certains quartiers où les discriminés, ils peuvent dire, ils font marrer les républicains, que je suis, et sans doute beaucoup ici, avec liberté, égalité, fraternité, mais il n'y a aucun rapport avec ce que je lis. Bon. Et donc le sujet, c'est pourquoi la République est-elle en panne? Elle est en panne parce que la République, c'est ni le social, comme dirait la gauche, ni seulement la mystique républicaine dont parlait Pédy, dont parleraient les gens de droite. Hein. Il faut respecter les normes et tout. Non, la République, c'est une dynamique, c'est se projeter. Et on en revient, à mon avis, au problème premier. C'est que pour la forme de la nation aujourd'hui, c'est la République. Sauf qu'elle est empêchée par l'État, qui a la prétention d'avoir le monopole de la représentation de la nation. Donc pour moi, le problème, c'est l'articulation entre la nation, l'État, Bruxelles et Berlin. C'est pour ça que pour moi, il ne peut pas y avoir de sortie de notre malheur si de l'intérieur, on ne remet pas les institutions européennes en cohérence avec le génie européen. Le génie européen, c'est le contraire des institutions européennes et des politiques européennes. Le génie européen, depuis Mare Nostrum, c'est de faire la diversité du commun. Or, à Bruxelles, c'est l'inverse. C'est la pensée économiciste. En menant des politiques uniques, on va rapprocher les peuples. Mais il ne faut pas s'étonner du déclin économique de l'Europe et que l'Europe quitte l'histoire. Les peuples, les peuples, les civilisations, les continents qui existent dans le monde sont ceux où il y a une cohérence entre ce qui sont culturellement, leurs institutions, les politiques qu'ils mènent. Donc Bruxelles mène des politiques contraires au génie européen, qui a toujours été de faire de la diversité de ces peuples dans un espace géométrique limité du commun, ce qui fait le passage du polythéisme au monothéisme, ce qui fait la déconnexion entre la foi et la pratique, la déconnexion entre le marché et les sociétés, la déconnexion entre l'usage et l'échange, l'idée même de marché, l'idée même que l'Occident aurait quelque chose à faire à l'autre bout du monde, quitte à coloniser ou à faire d'autres choses. Ce n'est pas des croisades, des colonisations, c'est pas. Mais faire bilan de l'Occident et de l'Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. On aime ou on n'aime pas, ce n'est pas mon sujet. Je l'ai dit, moi je suis un analyste. Je constate que l'Union européenne, dans ses institutions, gouvernance et politique, mène des politiques contraires au génie européen par économicisme, absence de culture, absence de connaissances historiques et au fond alignement sur la pensée ordolibérale allemande qui date de tous les années 30, qui date d'Althus, qui date de Luther, qui date de la guerre de 30 ans, la guerre des paysans. Le problème français, c'est le voisin d'à côté est-il français? Le problème allemand, c'est pas celui-là. C'est le voisin d'à côté, c'est un Allemand, c'est pas s'entretuer. Et pour ne pas s'entretuer, on se construit des disciplines militaires et depuis 1945 économiques pour discipliner le peuple allemand et le tenir. En allemand, c'est le même terme pour dire dette et culpabilité, Schuld. Donc, il faut comprendre que le génie européen, le génie occidental, venait justement de ce que, pour pas sans cesse guerroyer, l'Europe et l'Occident a construit des modalités de pensée
très singulière. Et que par économicisme, toute cette singularité, tout ce génie européen a été relayé par des économistes à la seule question de savoir si le coût du travail en Europe n'était pas beaucoup plus cher que le coût du travail en Chine et dans les autres pays émergents. C'est-à-dire qu'il y a eu ce moment de bascule où c'était l'idée que l'économie faisait les civilisations, l'économie faisait les peuples, et qu'en construisant l'Europe économique, derrière, on construirait l'Europe politique. C'est une blague. C'est une blague. C'est faux. C'est faux. Et ça provient beaucoup de ce que on croit qu'il y a d'un côté l'économie, de l'autre la politique, de l'autre la culture. Vous avez compris que dans ma grille d'analyse, tout est lié. Les questions culturelles, les questions religieuses, les questions politiques, les questions économiques, les rapports sociaux et le rapport même à la technologie et au numérique. Donc le problème auquel nous sommes confrontés, c'est d'abord un problème de formation, de mauvaise formation de nos élites. Le fait que chacun est dans son petit domaine, et qu'il faut des personnalités ou des expériences très singulières, mais nécessaires, pour penser ensemble les différentes dimensions. Et les raisons pour lesquelles l'Europe disparaît du monde, c'est celle-là. C'est que les autres peuples, il y a une cohérence au continent, il y a une cohérence entre ce qu'ils sont et leurs outils. En Europe, dans l'Union européenne, il n'y a plus aucune cohérence. Peut-être quelques autres questions quand même. Pour résumer, c'est ce qui se dit le plus souvent, c'est que l'Europe est un géant économique et un nain politique, c'est-à-dire que sa réussite économique est aussi sa faiblesse. Je ne suis pas certain qu'il y ait une réussite économique dorénavant. Je pense qu'on a perdu tous nos atouts. Actuellement, on était leader dans les télécoms, on était leader dans l'énergie. Je pense, si tu veux. Non, mais je suis d'accord. Potentiellement. Sa réussite a été pendant un certain temps. Oui, c'était ça réel et c'est devenu sa faiblesse. Voilà. C'était, vous savez, les gens, ils ont des tableurs, ils font des totaux. Donc, ils totalisent le PNB des pays européens, ils font des moyennes, ils agrègent, et puis ils disent, l'Europe est une grande puissance. Le pédagogue Piaget disait, vous prenez un arbre, vous le découpez en rondelles, vous remettez les rondelles les unes au-dessus des autres, c'est plus un arbre. L'Europe, c'est pareil. Il faut vraiment être un économiste, un techno, ou pour ne pas comprendre ça. Oui, alors on totalise des choses, oui, mais le processus de création d'une valeur, le travail, ce que Suppiot appelle le travail réellement humain, d'autres avant. Eh bien, les sociétés, elles ne vivent pas pour travailler. Moi, c'est Suppiot qui disait, du coup, je reprends la formule, je trouve très bonne, il disait, nous ne sommes pas des vaches. Les humains ne sont pas des vaches. On l'a vu avec la crise du Covid. Les sociétés ne se constituent pas pour être prospères. Les sociétés ne se constituent pas pour être prospères. Les sociétés se constituent pour faire face ensemble à l'adversité dont les échanges économiques et les rapports sociaux sont des modalités. Donc nous ne sommes pas des vaches parce que les humains, leur sujet, ce n'est pas là où l'herbe est la plus verte. Non. Ce qui fait l'humain, c'est qu'il sait qu'on va tous mourir, chacun individuellement. Et que donc, comme on sait qu'on va mourir chacun individuellement, il ne faut surtout pas y penser, on va entre-temps s'assembler pour faire face ensemble à un destin commun. De sorte que quand une pandémie arrive, même si elle va toucher un nombre limité de personnes,
parce que les personnes seront touchées de façon contingente, eh bien, on arrête l'économie. On ne compte plus. On met tout au service de la survie. Donc, la crise de la Covid nous apprend deux choses. Un, on n'est pas des vaches. Ce n'est pas l'économie qui régente les sociétés. Et deux, alors qu'on est face à un péril commun, en Asie, on va recourir au numérique sans problème. Enfin, chaque civilisation, en Afrique, ça va être différent encore. Enfin, chaque partie du monde va réagir différemment face au Covid. Voilà ce que nous apprend la crise du Covid sur ce que sont les peuples. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de désarroi chez nos gouvernants. Ils ne comprennent pas pourquoi, alors qu'on est plus interdépendants, sanitairement, économiquement, financièrement, numériquement, les peuples se rétractent. Ils ne comprennent pas. Ben, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne pensent pas ensemble des questions culturelles, identitaires, religieuses, politiques, économiques et les rapports sociaux. D'autres questions, on va bientôt terminer, je pense, hein, mais on a encore un petit peu de temps, si vous le voulez, des questions urgentes, importantes, ou des précisions que vous voulez apporter vous-même. Est-ce que ce serait possible d'avoir une bibliographie, quelques références de ce qu'elle citait? Tu nous donneras ça. Oui, j'ai aidé quelques articles. Il y a un bouquin. Oui, absolument. Tu nous le donneras. Oui, on a vos coordonnées, je pense. Oui. Parce que vous avez parlé très vite de choses formidables, mais quand on est débutant, on a besoin de relire. Et moi aussi, j'ai besoin de relire. Non, le souci qui énerve avec qui j'ai besoin de relire, c'est que vous comprenez bien tout le fait que Chotard a écrit un livre. C'est qu'on est bousculé, on est dans une période, alors ça c'est une nouveauté, hein. L'homme occidental, contrairement à l'homme oriental, il doit se construire son paysage mental du progrès et de l'avenir souhaitable dans lequel il va insérer ses modalités de réflexion. Or, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les choses vont plus vite que nos capacités de penser. C'est très clair quand vous parlez avec les acteurs du numérique. Les acteurs du numérique sont des gens d'une grande intelligence. Et souvent, je pense par exemple au directeur de la stratégie de son système, je lui avais dit, mais il faut écrire un bouquin. Mais les choses vont trop vite. Je lui ai dit, je ne sais pas, tu fais un entretien avec Marcel Auger. Non, mais les choses vont trop vite. Là, je parle encore sous le contrôle d'un ami, Florent, qui travaille sur le numérique, qui est très pointu sur toutes ces questions. Les choses vont plus vite que nos capacités de penser maintenant. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un de très scrupuleux, je fais même d'études, je ne suis pas un communicant ou un universitaire ou un chercheur, donc je suis quelqu'un d'un grand scrupule. Et donc, je veux toujours m'assurer que ce que je dis soit fondé. Et à chaque fois, il se passe de nouvelles choses qui débarquent. Donc, mais bon, il y a quand même un bouquin qui devrait sortir, mais c'est essentiellement des vidéos, des articles. Mais, donc, on attend ton livre, c'est ça? Non, n'attendez pas. Parce que normalement, il est pour après la présidentielle. Mais effectivement, je pense que ce qui doit troubler dans ce que je raconte,
c'est qu'au début des années 2000, j'ai dû changer complètement, inverser complètement la façon dont je voyais jusque-là les choses. Je l'ai dit une fois à François Hollande, à l'Élysée, quand il était président. Il y avait 4 millions de Français qui défilent. Après Charlie, bon, pas de mot d'ordre. Et les Français défilent dans toute la France selon les mêmes modalités. Un jour, on avait une discussion de fond. On se connaît depuis longtemps, mais ça a été la seule. Ça a été violent et ça a duré 15 secondes. Il m'a dit, croisant mon expérience d'ancien professeur d'économie, c'est l'économie qui fait la société. Et moi, je lui dis, croisant mon expérience de petit patron qui bosse pour une grosse boîte, c'est les sociétés qui font l'économie. Je m'avais d'ailleurs mobilisé Carlos Ghosn, interrogé par une commission parlementaire, qu'est-ce qui fait la compétitivité de Renault. Carlos Ghosn avait dit son identité. Et tu vois. Et pourquoi j'ai dit ça? Et alors arrivent les manifestations après les attentats islamistes, 4 millions de personnes. Et je lui dis, tu vois François, tu as été excellent. Le ministre de l'Intérieur a été excellent. Le personnel politique a été très bien, très digne, tenu par le bas. La réaction du pays qui remontait de la nuit des temps. Non pas pour défendre la liberté d'expression, ça c'est un concept. Non, pour défendre le droit de caricature qui, depuis Rabelais, nous permet de nous moquer de tout, de n'importe qui, de n'importe comment, de sorte de dénaturaliser ce que nous sommes et de nous faire tenir ensemble dans la farce, comme dans les jeux du amour et du hasard de Marivaux. Ça, c'est notre imaginaire. Donc, c'est le bas qui fait le haut. Et je lui avais dit, tu vois, tu es comme tous les Français, tu es un cartésien. Mais ce qui t'agit, c'est plutôt de l'ordre spinoziste. C'est que tu crois que c'est le haut qui fait le bas. Non, c'est le bas qui fait le haut tel qu'il est. Et donc, tu n'es qu'un acteur. Donc, toi, tu arrives en disant présidence normale, je vais transformer la présidence française en présidence scandinave, comme Sarkozy, pour qui j'avais travaillé avant, pensait transformer la France aux États-Unis, c'était son modèle, avec Fouquet, en parlant de ses relations avec Carla et tout ça. Donc, tout ça, ça s'est terminé comme pour l'un comme pour l'autre dans les salons lambrissés de l'Élysée. Ah, les hommes politiques ne sont que des acteurs. Pour ça, j'aime bien cette formule de Hobbes. Le souverain interprète le spectacle, le peuple interprète. Donc, ce sont des acteurs. Ça veut dire que ce qui fait le plus de choses, c'est le bas. Et la singularité de mon approche, c'est que je suis un des très rares, en tout cas parmi les politologues, je n'en connais pas d'autres, qui pensent que c'est le bas qui fait le haut. Et que les gens pour qui je travaille et que j'analyse, les gens qui sont en haut, ne sont que l'émanation du bas. C'est pour ça que moi, ça me fait marrer de dire « Ouais, Montebourg, il copie Zemmour. » Ou bien « Triangulation. » C'est des blagues. Non, il se trouve que c'est le bas qui bouge. Alors, le bas bouge. Alors, il y a un effet d'optique qui fait que ah oui, le bas bouge, mais alors ceux qu'on va classer à l'extrême droite, et puis alors Montebourg, on croyait qu'il était à gauche, mais bon, on a compris que ces derniers temps, il était un peu moins, et puis alors maintenant, il se zémourise. Tout ça sont des illusions d'optique de cartésiens qui pensent que les gens sont en train de se copier entre eux, en haut, alors qu'ils sont agis par le bas. C'est ça, le processus réel. Bon. Donc évidemment, quand j'ai l'occasion de parler un peu, comme toujours trop, moi-même je me trouble quand je pense à ce qu'étaient mes grilles d'analyse au début de mes travaux d'analyste. Mais voilà, ma singularité, c'est de penser qu'il y a des inconscients collectifs des peuples, que ce sont les
peuple, il faut l'histoire. Et que la vie politique n'est que l'expression du rapport d'un peuple au réel, dont l'imaginaire est plus ou moins ajusté et cohérent pour qu'il se l'approprie. Et quand il ne se l'approprie pas, il est en dépression, comme la France. Voilà. D'où la difficulté de l'incarner. Alors, oui, oui. Bon, Et on va peut-être... Il faut des personnalités très singulières pour oser y aller. Sarkozy, un temps royal, Sarkozy, Hollande, Macron, très singulier. Et je ne sais pas si peut-être encore Macron ou quelqu'un d'autre, mais il faut être gonflé pour être élu par une nation, pour arriver à un État qui va ensuite, au contraire de l'imaginaire de la nation. Il faut être soit très plastique comme Hollande, soit très en même temps comme Macron, soit un peu borderline comme Sarkozy, ou très sûr de soi comme un Zemmour, pour penser réellement y aller et pas faire comme la plupart. Les autres, ils font de la figuration, ils sont très bien. Ils sont très bien les autres, mais c'est de la figuration, ils y croient pas eux-mêmes. Là, je parle de ceux qui y croient et qui ont la bravitude, comme disait Ségolène Royal. Merci Stéphane. Je crois qu'on va peut-être arrêter là pour ce soir. Voilà. Si vous en êtes d'accord. Merci.